Je crois que parmi les grands facteurs explicatifs de la crise en Polynésie, il ne faut pas oublier, bon, bien sûr, on pourra toujours dire qu'on a une classe politique incapable, tout ça. Bon, moi, je veux bien entendre. D'accord, ok. On va y venir. On va y venir. J'en sais plus que vous. Mais n'oubliez pas quand même une chose, c'est que ça a été dit publiquement, notamment par un amiral l'avant-dernier, c'est la France a acheté la paix sociale. N'oubliez jamais la phrase terrible du général de Gaulle. Fin 1962, le gouverneur est chez lui, avec les responsables de l'armée, et le gouverneur dit au général: mais mon général, il faudra quand même bien que vous leur annonciez aux Polynésiens qu'on va faire un centre d'essai chez eux. Alors le général, ah, les Polynésiens sont gentils. Il ne faut pas regarder à l'argent. Sous le mot gentil, si vous mettez naïf, vous êtes gentil. Vous. Moi, je mettrais plutôt achetable. C'est ça qu'il a voulu dire. On peut les corrompre. Et on ne va pas regarder. On ne va pas regarder à l'argent, dit De Gaulle. On déverse ça comme ça. Et l'amiral disait, on a acheté la paix sociale. C'est-à-dire que, voilà, bon. Alors, un autre exemple. 1984-85, je reviens sur Charles Hernu, ministre des Armées. Alors, Charles Hernu fait un rapport à propos de la Polynésie qu'il envoie donc au Premier ministre de l'époque et au ministre de la France d'Outre-mer. Et il dit ceci, voilà, alors en 82, Gaston Flosse a gagné les élections, il est au pouvoir. C'est le seul homme et le seul parti qui soutient les essais nucléaires. Il ne faut pas se faire d'illusions, si Flosse est renversé, on aura des partis qui seront hostiles au nucléaire. Donc, dit-il, sous réserve, j'y reviens, de la fiscalité dans une certaine mesure et du droit du travail, il faudra céder à toutes les exigences de Gaston Flosse, sur le plan institutionnel et sur le forfait du CEP, qu'on va être obligé d'augmenter. Et il ajoute, c'est le prix à payer pour la survie du CEP. C'est-à-dire que le gouvernement socialiste, comme ceux qui avaient précédé, comme ceux qui suivront, avait bien compris que si la priorité de la France était le nucléaire, il fallait payer. Bon. Oui, mais voilà, alors, on paye, on dépense, mais ça crée effectivement, alors ça crée les prix, ça crée le fait qu'on n'a pas besoin de réformer la fiscalité. Et s'il y a un des points fondamentaux, alors puisqu'on évoque déjà un peu les sorties de crise possibles. En tout cas, juste sur ce point, et on évoluera Oui, pas il y en a un qui est fondamental, à mon avis, c'est la réforme fiscale. Mais la paix sociale, elle est achetée dans tout l'outre-mer. Enfin, le modèle de la Polynésie est oui, acheté dans tout l'outre-mer français. Oui, mais surtout l'autre caractéristique, c'est justement que ces sociétés ont du mal à s'articuler. Hein, bon, à la limite, si la Nouvelle-Calédonie s'en sort, c'est parce que par rapport à une période qu'on a pu connaître, les sociétés commencent à s'harmoniser un peu ou à cohabiter plus facilement. Mais donc là où la société a des, comment dirais-je, des forces centrifuges, hein, vous savez, j'ai été invité à Nouméa en 2010 par le comité de décolonisation. Et j'ai été frappé d'entendre le président du comité, qui est originaire de Sainte-Lucie à l'époque, dire, avant que les uns et les autres vous demandiez l'indépendance, êtes-vous sûr que vous constituez une nation?
Alors, vous savez, tous les problèmes qu'on évoque, le tourisme, le développement de je ne sais pas quoi, posent peut-être plus fondamentalement le problème d'une nation. Est-ce qu'on constitue un corps qui a envie de s'en sortir et de constituer quelque chose? Bon, on a des marquisiens, et je suis allé faire un tour aux Marquises il n'y a pas longtemps, et quand j'entends des choses étonnantes sur les volontés centrifuges, inspirées des exemples de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, je discute avec un hôtelier, son hôtel, sa grosse pension de famille, il y avait, je sais pas, 4 chambres occupées sur 10 ou 12. Alors je lui dis, mais vous avez envie de développer le tourisme? Ah oui, 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 oui. Mais, oui, mais enfin, il dit quand même pas trop. Hein. Ça va comme ça, ça va. Donc, même si l'idée est farfelue d'un aéroport international au Marquis, ah non, on aurait du monde. Non. Et puis, de toute façon, nous, on n'est pas tahitiens, etc. Bon. Quand vous avez un ensemble comme ça à gérer, quand vous avez à l'Assemblée territoriale, enfin l'Assemblée de la Polynésie française, excusez-moi, des gens dont le seul objectif est leur archipel ou leur île, voire la section de commune de leur île, vous ne pourrez pas développer un pays, vous ne pourrez pas trouver des solutions. Vous ne pourrez pas trouver des solutions. Parce que, vous savez, De Gaulle posait le problème de la France qui avait 345 sortes de fromage. Je ne sais plus si c'est 345, mais à peu près. Je voulais dire par là, de petites entités repliées sur elles-mêmes, depuis le village gaulois jusqu'au fromage. Oui, mais le miracle français, ça a été que chacun est fier du fromage de l'autre. J'expliquais ça un jour à mes étudiants, et j'étais d'autant plus sensibilisé que, par ma mère, donc j'ai des origines d'Europe centrale, où j'entendais des choses aberrantes. Nous, on est tchèques, donc surtout, il ne faut pas manger un plat hongrois. Nous, on est tchèques, donc on n'est pas polonais. Et même, on est tchèques, donc on n'est pas slovaque, etc. Et j'ai vécu ça dans mon enfance. Bon, ben, ça donne l'émiettement de l'Europe centrale, les Balkans, etc. Parce que, ils l'ont payé. Ils l'ont payé très cher. Bon. Mais le miracle français, c'est que l'Alsacien, qui est fier de sa choucroute, quand il va à Toulouse et qu'il mange un cassoulet, quel grand pays la France quand même. Voilà. Alors, c'est ça aussi le développement. Il y a d'autres conditions que l'investissement. Nous, on a 300 années de centralisation du pouvoir depuis Versailles, et qui ont toujours été dans ce sens-là, qui n'est pas forcément partout. Cette expérience de siècles de centralisation du pouvoir à Paris, en fait. C'est le pouvoir français, c'est l'acte 3 de la décentralisation. Oui, mais attention, là on entre dans un autre débat. Je me souviens de la phrase de François Mitterrand au moment de la décentralisation qui avait dit « La France a eu besoin de la centralisation pour se faire, elle a besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire. » Bon, alors, je ne dis pas qu'il faut centraliser à pas péter, les marquisiens, les... Non, mais bon, il y a une notion de nation qui a été cultivée pendant 4 siècles. Oui, mais c'est ce qui permet à un pays d'avoir un niveau de développement. Un pays qui est divisé, tout royaume divisé contre lui-même, disait Jésus-Christ, je crois. Bon, donc voilà. Dans le poids de l'histoire en Polynésie, il y a peut-être l'absence d'une unité suffisamment forte. Bon, comme je suis arrivé en Polynésie pour enseigner à l'école normale, j'avais été frappé par ça. C'est l'incapacité de faire admettre à mes étudiants normaliens qu'ils avaient un rôle social à jouer.
qu'ils devaient être les hussards de la République. Qu'ils étaient là pour faire quelque chose de leur pays. Non, ils étaient là, Dans la plage. J'ai entendu un jour un normalien me dire « Monsieur Regnault, vous savez, en Polynésie, on a autre chose le dimanche à faire que de lire un livre. » J'ai entendu un jour une étudiante en maîtrise des sciences de la communication venir complètement effrayée me demander si tel livre écrit par un de mes collègues était intéressant. Elle m'a dit, parce que vous comprenez, c'est la première fois de ma vie que je vais lire un livre. Bon. Il y a, voilà, ça fait partie des choses auxquelles on se heurte, hein, c'est qu'il n'y a pas vraiment envie de bâtir quelque chose en commun. Ce qui est frappant en Polynésie, c'est qu'on nous dit toujours qu'il y a un esprit communautaire. Mais cet esprit communautaire, en fait, on le voit pas beaucoup. Parce qu'on a des individualités, et leur expliquer qu'il faut construire quelque chose, c'est très très difficile. Théo, Jean-Marc, je veux juste faire un petit rappel. Oui. Parce que je trouve que ton discours est... Dur. Elle est dure, oui, par rapport aux Polynésiens. Parce que, faut pas oublier, non, je sais bien que tu promotionnes ton livre, mais bon, je vais peut-être la lire, ce livre, pour essayer de comprendre un peu le fond de ce voilà, que tu penses. Mais je voudrais revenir un peu. Là, tu disais tout à l'heure que les Marquisiens, Tahitiens, c'est compliqué, mais il ne faut pas oublier que nous venons juste de découvrir la modernité. Avant l'arrivée des missionnaires, les Polynésiens étaient organisés. Il y a une organisation sociale et il y a une organisation économique du peuple polynésien avant l'arrivée des missionnaires. Et quand les missionnaires sont arrivés, ils ont chamboulé cette vie des Polynésiens qui étaient des cannibales, des gens à poil, etc. Donc, ils nous ont habillés avec des robes de haut en bas comme des missionnaires comme eux. Et en plus, petit à petit, les Polynésiens, ils se sont défaits de ça petit à petit. Là est arrivée cette vie de modernité aujourd'hui que nous vivons avec toutes ces complications, ces difficultés. Je pense que nous sommes encore en train d'apprendre, parce qu'il y a une génération qui a construit la Polynésie, et il y a cette nouvelle génération qui vient d'arriver, qui sont, eux, sclérosés par les anciens, qui sont piétinés. C'est-à-dire, tu fermes ta gueule, même si tu as été à l'école, tu attends qu'on grand-père sera mort et tu viendras derrière. C'est un peu ça. Moi, je pense que il ne faut pas être trop... T'es plus méchant que moi, toi. Moi, je pense que laisser le temps aux Polynésiens de pouvoir y parvenir, je ne suis pas en train d'insulter les étudiants, au contraire, je suis en train de dire que, voilà, nous sommes en pleine découverte, quelque part, de cette monde économique, de cette monde... voilà, mais qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui quand tu vois aux élections territoriales où il y a un discours de tout le monde qui veut changer des classes politiques, mais quand vous voyez arriver au final, c'est toujours les mêmes qui sont là. Voilà, donc c'est difficile pour la jeunesse de pouvoir s'exprimer son idéologie politique, parce qu'il y a deux vieux partis politiques là qui ont été cloués au mur, et qui, voilà, qui continuent à mettre leur idéologie, et les jeunes n'arriveront pas à mettre leur idéologie tant que ces vieux-là, ils sont là. Donc il faudrait beaucoup plus de volonté que ça pour pouvoir défaire ça. Voilà, c'est tout. On parlait de génération d'apprentissage, et on ouvre là une autre partie de notre débat que vous avez amorcé justement sur les institutions, sur le rôle avec Paris, sur la politique sur place. Je vois que si vous voulez peut-être juste intervenir sur ce qu'a dit Théo, et on ouvre cette troisième partie du débat. Oui, alors... Juste une question sur, en fait, est-ce que c'est pas l'échec des systèmes scolaires qui a été mis en place depuis 30 ans? Parce qu'en fin de compte, on ne trouve pas aujourd'hui l'élite, on ne trouve pas l'élite qu'on aurait dû trouver. Et que cette élite est absente aujourd'hui. En tout cas, moi j'en connais une à Paris, je trouve regrettable qu'elle soit à Paris et pas là-bas. Oui. Et est-ce que c'est pas ça, en fait, le constat qu'il faut faire? C'est que, voilà, les instituteurs que vous avez formés, en fin de compte... Oui, alors, oui, j'ai des profs d'histoire, donc ma formation aurait dû naturellement être importante, puisque... Mais, donc, c'est un échec de ma part. Hein, non, mais je reconnais, vous savez, c'est une grande souffrance de ma part que de voir qu'il n'y a pas beaucoup de relève sur le plan, justement, du travail de l'histoire. Bon.
quelque chose peut-être. Alors, oui, alors, un mot sur l'enseignement. Moi, je pense que l'enseignement en Polynésie est sans doute victime du poids, alors je ne sais pas s'il y en a parmi nous, du poids des inspecteurs de l'éducation nationale, qui ont développé à Tahiti des méthodes d'enseignement qui ont d'ailleurs échoué en France. Hein. Mais, vous savez, les Normaliens, moi, je suis un ancien instituteur, moi, je peux en parler, les Normaliens viennent me trouver, puis ils me disaient, monsieur, on doit faire des fiches. Ah bon? Alors, oui, demain, on fait un cours sur François Ier. Bon, très bien. Monsieur, qu'est-ce qu'on doit mettre comme objectif dans la fiche? Enseignez l'histoire de François Ier, trouvez-moi des objectifs. Arrivez, c'est pas compliqué. Vous mettez pour le plaisir. Et si vous avez compris ça, vous ferez une leçon formidable. Si vous mettez que c'est l'objectif, c'est de, je sais pas quoi, de trouver un apport pour la Renaissance, je ne sais pas quoi, bon peut-être, mais si au départ vous n'enseignez pas pour le plaisir, vous pouvez mettre toutes les méthodes pédagogiques que vous voulez, ça ne dira rien. Alors, donc il y a, enfin, je pense que parmi les nombreuses raisons de l'échec, il y a ça. Après, je vais encore une fois être méchant, Théo, excuse-moi, mais je suis sûr que tu vas rebondir pour être encore plus méchant que moi, donc je peux amorcer la pompe. Vous avez un taux d'absentéisme dans l'enseignement primaire qui est le double du taux d'absentéisme de la métropole. Le double. Non, mais des profs ou des élèves qui... Ah non, des enseignants. Du primaire. Bon. J'avais toujours entendu dire, moi, que les Polynésiens, c'était costaud, solide. Puis quand on voit le taux d'absentéisme, on se dit, bon sang, on a les enseignants les plus faibles du monde. Non, il n'y a pas d'expatriés dans l'enseignement primaire, justement. Donc, mais c'est aussi... Mais alors, c'est parce que, à mon avis, encore une fois, on ne leur a pas appris à bâtir quelque chose, à avoir envie de faire quelque chose de collectif. Bon, alors, la responsabilité, elle est partagée entre les intéressés et puis ceux qui les ont formés ou qui ont transféré des institutions. Alors, ça me permet de faire le passage sur les institutions. Alors, là encore une fois, on est très méchant avec la classe politique. Je suis sûr que si on donne la parole à Théo, il va vous sortir des On oreilles. lui donnera la parole. Oui, mais prenez les institutions françaises. Ça marche pas trop mal, hein. Bon, on a bien eu la 4e République qui n'a pas très bien marché. Bon, la 5e, ça marche plutôt bien, il y a une relative stabilité. Et même sous la 4e République, ça ne marchait pas trop mal. Hein, les gouvernements changeaient, mais le pays avançait. Hein. On a eu les 30 Glorieuses, il n'y avait pas de déficit du budget. Bon. Mais les institutions, dans n'importe quel pays au monde, elles correspondent à une culture, à une histoire. Et j'y reviens. La France, ce qu'on a bâti, c'est le produit de la lutte contre la royauté, la noblesse, l'Église. Alors on aboutit à des grands slogans de liberté, d'égalité et de laïcité. Je ne parle pas de la fraternité. Et ça marche. On a une démocratie qui fonctionne à peu près. On a le droit de parler, il y a une relative égalité par l'impôt. Bon, même si aujourd'hui il y a peut-être beaucoup à dire sur les écarts qui se développent avec la crise, mais bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Polynésie?
Polynésie, alors les missionnaires ont dit « Ah, vous devez abandonner vos dieux et puis prendre notre Dieu à nous. » Et les hommes politiques sont venus et ils ont dit « Vous allez prendre nos institutions, on va vous les donner. » Donc, on bâtit un statut là-dessus. Oui, mais en Polynésie, il n'y a jamais eu de combat contre les rois, contre la noblesse, à plus forte raison contre les églises. Bon. Alors, la France est venue et elle a dit il faut passer de la royauté à la République. Et puis après, la France a dit ah mais attendez, il y a une gauche et il y a une droite. La gauche, c'est les prolétaires, la droite, c'est les capitalistes. Et nos institutions, en Polynésie, sont des institutions françaises. Et vous vous étonnez après que ça ne fonctionne pas. Parce que les mentalités, la culture, l'histoire... Pourquoi voulez-vous que les gens ne changent pas de camp? Puisque de toute façon, ils ne sont pas structurés par un certain nombre de grands principes républicains. Ils ne sont pas structurés par le débat gauche-droite. Par conséquent, le débat se résume à quoi? Alors, certains vont dire, mais ils sont structurés en autonomie et indépendance. Mon œil. Puisque les leaders autonomistes sont quelquefois d'anciens indépendantistes avant qu'ils reviennent, et que certains leaders indépendantistes étaient des autonomistes convaincus, avant de redevenir des automonistes. C'est-à-dire ceux qui s'intéressent surtout aux monies. Automonistes. Et tiens, pour ceux qui ne le sauraient pas, à l'argent, ça se dit money. Voilà. Donc, oui, il ne faut pas s'étonner. Parce que, finalement, la vie politique est beaucoup plus structurée dans le sens du don et du contre-don. Quand un maire arrive dans son île, les gens ne lui demandent pas si tu votes pour Oscar ou pour Gaston, ou pour Gaston 1, Gaston 2. Non, les gens lui demandent qu'est-ce que tu as obtenu pour nous? Donc, l'homme politique, il est le reflet de ses électeurs aussi, hein, du système. Bon, voilà. Donc, Makoté Vané expliquait un jour qu'en Polynésie, c'est pas vrai que les hommes politiques changent de camp, c'est pas vrai que les hommes politiques sont infidèles, ils sont fidèles à leurs électeurs. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Outre-mer, oui. Oui, outre-mer, oui. Quand il y avait en France, à l'époque, où le Parti communiste était fort, un maire communiste qui n'arrivait pas à obtenir de l'État le moyen de créer, je sais pas moi, une piscine ou je ne sais quoi, eh bien, il prenait ses électeurs à témoin. Vous voyez, l'État nous en veut, parce que l'État est de droite, et nous, donc, parce qu'on est communiste, ben, on va résister, on va faire des manifs, on va faire des pétitions, etc. Bon, on fait de l'opposition avec le pouvoir central, on fait la mobilisation de ses électeurs. Là, c'est pas du tout ça. C'est qu'il faut être du côté, comme le disait un certain maire de la presqu'île, il faut emmener son cheval là où l'herbe est verte. Voilà. Donc la vie politique est structurée autour d'autres valeurs. Alors je mets valeurs entre guillemets, hein, parce que bon, les valeurs, il y a les valeurs républicaines qui sont bien. Moi, je les trouve très bien. Parce que ça marche bien avec l'esprit français, métropole, l'histoire, etc. Bon. Alors en Polynésie, ces valeurs-là ne franchissent pas tout à fait la distance. Il y en a d'autres. Les valeurs familiales, de liens.
Voilà un petit peu. Oui. Jean-Marc Monnet, si on poursuit un petit peu sur le débat sur les institutions, et notamment cette question sur l'autonomie, est-ce que c'est pour vous une occasion ratée, finalement? Alors, dans un livre que j'avais écrit en 2007, qui s'appelait Tahiti malade de ses politiques, j'avais dit que l'autonomie était un système génial, mais que, effectivement, elle avait connu des difficultés. Et mon ami Samir Alwardi, que beaucoup de gens estiment très modéré, et que moi je suis l'extrémiste, Samir Alwardi a écrit Tahiti Nui, ou les dérives de l'autonomie, où il est aussi méchant que Théo Sulpice à l'égard de la classe politique. Et, bon, donc, alors, le problème de l'autonomie, c'est que pendant très longtemps, c'était un mot dont les juristes étaient incapables de donner la définition. On a eu un colloque à Tahiti en 1994 pour les 10 ans de l'autonomie interne, et l'un des plus grands juristes français en matière de constitution avait dit « l'autonomie, je ne sais pas ce que c'est ». Parce que ça ne correspondait à aucun texte précis. Bon, après, ça a été inscrit dans la Constitution, et on a plus ou moins la notion de ce que c'est. Mais concrètement, qui est le plus indépendantiste? Un autonomiste ou un indépendantiste? C'est la question que je me suis toujours posée. Quand je sors de la poste de Papeete et que ma voiture sur le parking est coincée par quelqu'un qui est parti et qui revient nonchalamment, et que j'ai le malheur de lui dire enfin franchement, t'es pas content, retourne dans ton pays. Souvent je suis plus ancien que lui dans le pays. Mais je me pose la question, et je crois avoir la réponse, est-ce qu'il vote indépendantiste ou est-ce qu'il vote autonomiste? Bon. Alors, oui, on peut toujours leur demander, mais pour moi la réponse est à peu près claire. Souvent c'est un type de comportement qui n'est pas un comportement indépendantiste. Souvent les vrais indépendantistes ne font pas ça. Quand j'étais à l'université, au conseil d'administration, c'était très, très flagrant. À l'époque, Gaston Floss dirigeait le pays. Les représentants du territoire à l'université étaient terribles avec les représentants de l'État. Terribles. Finalement, la philosophie du territoire, en quelque sorte, en matière fiscale, c'était « Vive la République qui nous protège des principes de la République ». Parce qu'on en est arrivé là. C'est que l'autonomie, qui est une idée, encore une fois, sans doute géniale au départ, l'autonomie permet à un certain moment de s'affranchir de toutes les valeurs de la République. Les valeurs d'égalité, la laïcité n'en parlons pas, et on en est arrivé à un point où je suis en train de me poser des questions, et puis avec Samir on réfléchit à ça, on a mis un peu nos collègues universitaires dans le coup, on a même mis quelques hommes politiques dans le coup. Est-ce que, à un moment donné, le principe de la hiérarchie des normes ne vient pas créer un problème fondamental? Bon, exemple. Article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous le connaissez par cœur, hein, je suis sûr. Vous n'avez pas appris ça à l'école? Vous voyez bien que l'école, ça ne marche pas. Hein. Alors, c'est l'article qui dit que pour les dépenses publiques, chacun doit contribuer en fonction de ses capacités. Bon. Alors, sans entrer dans le détail du débat classique, impôt sur le revenu égalitaire et l'impôt sur la consommation inégalitaire,
il est quand même évident que lorsque il n'y a pas d'impôt sur le revenu du tout, les pauvres contribuent proportionnellement beaucoup plus que les riches. Si vous dépensez tout ce que vous avez, eh bien, vous payez un maximum de taxes. Si vous économisez, votre niveau de taxes baisse. Bon. Alors, on va prendre un autre exemple. Vous connaissez par cœur le préambule de la Constitution de 1946, bien sûr, hein, qui fait partie du groupe, enfin de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, et qui dit la chose suivante: tout homme privé d'emploi pour des raisons économiques a le droit d'obtenir l'assistance des pouvoirs publics. À Tahiti, il n'y a pas d'indemnité de chômage. Alors, autrefois, dirait Théo, on se contentait de peu. Il y avait les solidarités, etc. Donc on s'en sortait un petit peu. Mais à partir d'un certain moment, on touche au scandale. Et je me demande si à un certain moment, l'autonomie reste compatible avec la République. Puisque les principes de solidarité, d'égalité, sont nettement bafoués. Alors bien sûr, on nous dira toujours, oui, mais il y a les PPN, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on atténue un peu sur les PPN, c'est les produits de première nécessité qui sont détaxés. Ce qui fait que quand on est riche, on peut aussi acheter du beurre bon marché, du pain pour presque rien. Hein, et de toute façon, les pauvres, croyez-moi, ils repayent. Hein, parce que comme le territoire a besoin de ressources, il faut bien qu'il les trouve quelque part. Donc, bien sûr, il y a des produits exemptés, mais ça se reporte sur les autres. Bon. Alors, vous savez, c'est un peu, si vous connaissez un peu le droit, que ce soit le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, à certains moments, utilise la formule erreur manifeste d'appréciation. Par exemple, vous savez que les élections, c'est pas vraiment un homme, une voix. Hein, vous avez des circonscriptions où vous avez 100 000 électeurs, et une autre, vous en avez 130 000. Bon. Mais le Conseil constitutionnel admet que quand on est dans un rapport qui est de 1,3, peut-être 1,35, bon, ça va. Mais si on avait une trop grande inégalité, comme ça avait été le cas un jour en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel dit il y a erreur manifeste d'appréciation. Revoyez la copie. Et si on parle un petit peu des relations avec Paris, qu'est-ce que Paris veut faire de la Polynésie française? Vaste question. Si j'avais la réponse, je ne serais pas là. D'abord. Et j'ai encore posé la question au ministère la semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez faire des terres de CNI? La réponse a été ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui est fondamental. On a l'impression qu'on attend. Les Polynésiens attendent la manne, le cargo, et l'État attend que ça se passe. On reste longtemps comme ça. Comment? On peut rester longtemps. Oui, mais d'abord, je crois qu'il faut mettre les choses dans un contexte. Jusqu'à les Polynésiens, pour l'instant, sont français. C'est-à-dire qu'ils sont des citoyens français Oui. comme les autres. Pas tout à fait, quand même. Ouais. Avec un statut particulier, mais ils restent quand même des citoyens français. Oui. Donc, c'est encore un territoire français, et à moins qu'il y ait un courant d'opposition à la France qui fait qu'on aille vers un référendum d'autodétermination d'indépendance, il n'y a rien qui presse a priori pour que ça change. Et bon, puis voilà, donc, et puis ça, je ne sais pas, actuellement, effectivement, la crise fait que la Polynésie est à la fois une source de dépenses, mais comme on l'avait dit, tous les dom-toms sont une source de dépenses, donc la Polynésie pas plus qu'un autre. La Lozère aussi. La Lozère aussi. Il y a des tas de zones qui sont des zones de dépenses, donc
s'il faut couper tous les bras qui ne rapportent pas dans ce pays, je crois qu'il ne va plus rester grand-chose. Alors, je veux surtout pas... Je veux surtout une contribution aussi sur votre droite, et après vous pourrez... Si c'est un problème purement économique, si on le voit sur un angle purement politique, financier. économique, sur les côtés. Je voulais juste revenir par rapport au problème de la hiérarchie des normes, par rapport au statut, la Constitution. Le statut, c'est une organique, donc a priori, elle est en dessous de la Constitution, mais je veux dire, de toute façon, ce problème de hiérarchie des normes, on l'a aussi avec l'Europe. Quand l'Europe fait un traité qui est supérieur à la Constitution, on a le même problème qui se passe entre nous et la France. Oui, mais on met le droit en adéquation. On met le droit en adéquation avec le nouveau droit. Si on n'est pas en adéquation, il faut changer la Constitution. C'est ce qu'on fait régulièrement. Mais Tahiti, on ne change pas d'autonomie. Pour moi, il est très clair que la bonne question n'est pas qu'est-ce que l'État veut faire de la Polynésie, mais qu'est-ce que les Polynésiens veulent faire de leur entité. Alors justement, le problème n'est absolument pas, dans ce que vous dites, l'indépendance ou pas l'indépendance. Le problème, il n'est pas là du tout. Il y a deux problèmes. Alors, il y a celui-là, qu'est-ce que les gens veulent? Oui, mais les gens, ils veulent quoi? Ils veulent tout et le contraire de tout. Hein, bon, notamment... Rien ne change. Comment? Ou que rien ne change, ou qu'on donne toujours plus. Bon. Mais le problème pour l'État, c'est un problème plus diplomatique. C'est-à-dire que, par exemple, avant 1988, l'image de la France dans le Pacifique était détestable. Il y avait le problème Kanak, il y avait les essais nucléaires, il y a eu le Rainbow Warrior. Bon. Image détestable. Le problème, il est suivant. Quel est pour la France l'intérêt du Pacifique? Alors, il y a eu cette idée, nouveau centre du monde, ridicule. La Nouvelle-Calédonie, un porte-avions. Alors, comme Pierre Maresca, l'homme politique polynésien, termine son livre en disant la Calédonie, un porte-avions, pourquoi? Pour attaquer le Vanuatu? Hein, bon, c'est ridicule. Mais la vraie question, c'est comment rayonner? Alors, en Il y a aussi le 1980... problème des eaux territoriales et des zones... Bon, alors, on a quand même l'espace maritime... Alors, qu'on dise carrément, on a un intérêt pour demain, pour après-demain, donc il faut garder ça parce que ça pourrait être des ressources, comme on a fait avec le CEP, il faut garder pour mettre un CEP. Donc on va mettre autre chose. Mais en 1989, le ministère des Affaires étrangères demande à 2 de ses diplomates de faire un rapport sur la présence française dans le Pacifique. Quel avenir pour la présence française dans le Pacifique? Un rapport qui n'a jamais été publié. 2 diplomates. L'un s'appelle Jean-Christophe Victor. Ça vous dit quelque chose? C'est le fils de Paul Émile. Et c'est celui qui fait sur Arte le dessous des cartes. Et l'autre, c'est un dénommé Hervé Dejean de la Bâtie, aujourd'hui numéro 2 à l'ambassade de France à Pékin. Et tous les deux disent tant qu'on a les essais nucléaires, le problème ne se pose pas. Mais un jour viendra où ils écrivent ça en 89. Hein, donc c'est quelques semaines avant la chute du mur de Berlin. Ils disent, bon, quand les essais n'auront plus lieu, alors ils posent la question. Nouveau centre du monde, c'est de la rigolade. Porte-avions, stratégique, etc., c'est de la rigolade. Donc, ils disent, finalement, c'est le problème diplomatique qui reste. Quel est le meilleur moyen pour la France de rayonner dans le Pacifique? Et c'est ça la question qu'il faut poser. Alors, est-ce que c'est par les statuts actuels? Est-ce que c'est par l'indépendance? Sans doute pas. On n'aura pas la réponse à cette question comme ça. Et eux, ce qu'ils disaient, vous auriez intérêt à regarder du côté de la Micronésie, des Mariannes, des Cook, etc. Bon. Et trouver quelque chose qui soit plus en adéquation avec l'esprit océanien. Voilà. Bon.
Et leurs questions qui ont été posées donc, en 1989, très curieusement, on a tenté d'y répondre en organisant à Nouméa l'an dernier un colloque sur ce problème, le destin des collectivités d'Océanie. Et c'est seulement une fois que le colloque a été fini que je suis tombé sur ce rapport des deux diplomates. Jean-Marc, une question, Oui. une contribution en tout cas ici. Je reviens un peu sur un sujet que vous avez abordé qui concernait, vous opposez, en fait, vous dites l'autonomie, en fait, elle a généré de l'inégalité. Puisqu'en fin de compte, on n'a pas été capable, conformément aux articles de la Constitution, de pouvoir assurer à ceux qui ne travaillent pas une ressource. Alors moi, je dirais que l'autonomie est le fruit quand même d'un système colonial. Parce que, in fine, qu'est-ce qui empêchait l'État souverain à l'époque où il avait la possibilité de mettre en place l'allocation chômage, les régimes de retraite? Pourquoi ça n'a pas été fait dans les années 1960? Non, il y avait quand même... donc, si non, vous voulez- non, 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 il y non. avait un truc juridique. Non. Il y a une loi de Et 1900... donc je me dis, si l'autonomie n'a pas généré que des inégalités, elle est aussi le fruit de ceux qui l'ont Oui. construit, dont l'État. Oui, mais La personne qui l'a construite, c'est quand même une personne qui a basé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dire que c'est parce qu'on est autonome qu'il y a des inégalités. Non. Les inégalités existaient avant Oui, oui. l'autonomie. C'est ce Alors, que je veux dire. il y a une loi de 1900 qui fait que les colonies avaient leur autonomie fiscale, déjà. Et en 1946-47, quand le gouverneur dit « de toute façon, la France va vous mettre un impôt sur le revenu », les membres de l'Assemblée ont dit « mais autonomie fiscale ». Ouais, enfin, là, c'est un Donc problème ça veut dire... social. Oui, mais Non, ça veut ah oui, dire- d'accord, mais Enfin, l'État ne peut rien faire, théoriquement, si les autorités locales ne décident pas ce type de mesure. encore une fois, c'est un problème social. Comment? Bah, l'aide au chômage, c'est pas un problème fiscal, c'est un problème social. Oui, mais c'est la Là, on parle fiscalité de- qui permet. C'est la fiscalité qui permet. D'accord, c'est un problème de revenus, Oui. mais moi je rejoins monsieur. L'État avait tout à fait la possibilité de mettre en place un système social Non. qu'il aurait pu financer Non, autrement que non, par non, la non, fiscalité non, locale. non, éviter ça. non, Pas dans ce cadre-là, pas dans ce cadre-là. Dans le, Pourquoi C'est un cas juridique. la spécialité Ça peut pas législative. intervenir, finalement sur les finances publiques locales. Voilà. C'est ce qu'on appelle la spécialité législative, qui date de l'époque de Colbert. Les colonies ont la spécialité législative. Donc, les lois de la République ne s'y appliquent pas automatiquement. Et en matière de fiscalité, donc de redistribution, c'est le territoire qui est toujours maître. François Mitterrand est venu en 1990 inaugurer la mairie de Papeete, et il a dit deux choses. Enfin, je retiens deux choses. À un moment donné, il a dit quand je regarde ce palais, je veux dire cette mairie, mais il l'avait dit. Et il a dit vous ne pourrez pas continuer à faire exception dans la République, il faudra bien qu'un jour, aux conditions qui sont les vôtres, vous vous mettiez à l'impôt sur le revenu. Voilà ce qu'il avait dit. À votre droit. Encore une chose, tu as dit qu'il fallait voir comment la France peut rayonner, mais ça c'est complètement ethnocentré. Si on parle de quelle est la meilleure solution pour les Polynésiens, il faudrait déjà savoir ce qu'ils veulent, et est-ce qu'il est légitime qu'on ait un président indépendantiste si la communauté n'est pas indépendantiste? Et pourquoi le président du pays ne serait pas élu au suffrage universel? Alors, les juristes disent que c'est inconstitutionnel. Hein, voilà, ce ne serait possible qu'à condition d'une révision de la Constitution. Est-ce que c'est pas logique, à ce stade d'autonomie poussée, qu'il y ait une élection au suffrage universel? Ouais. Cette autonomie, elle est poussée parce que la loi organique de 2004 prédit d'ailleurs que la Polynésie a la compétence de 29 lois, dont certaines lois dont l'État a la compétence, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir un président universel, parce que la loi maritime, la loi terrestre et la loi le tribunal ou le gardien de la paix restent compétence de l'État. Donc, à cause de ça, on peut avoir un président indépendantiste pour une communauté qui n'est pas forcément indépendantiste. complètement. Oui, On ne peut pas faire autrement. bon, mais
on peut avoir un président blond quand tout le monde est brun. Hein. C'est bon, mais non, je crois. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a aussi une dissonance entre ce que pense la population et les institutions. Oui, oui, mais enfin, ça, il faut se méfier d'entrer dans ce jeu, parce qu'à ce moment-là, on peut toujours tout contester. Hein. La légitimité d'un dirigeant, on peut toujours la contester. Mais comment savoir alors ce que veulent les Polynésiens? Oui. L'autodétermination, c'est quoi? Oui, alors, bien sûr, il y a l'intérêt à consulter la population. Sauf que, on l'a vu avec la Nouvelle-Calédonie, consulter la population, ça ne règle pas forcément les problèmes. Hein, en 1987, la Nouvelle-Calédonie se prononce un référendum pour ou contre l'indépendance, et la question est toute simple. Hein. Voulez-vous rester dans la République ou voulez-vous vous en aller? Bon, pas tout à fait verbatim, mais c'est ça. Bon, à 87%, ils ont répondu oui. Quelques semaines après, il y avait le drame d'Ouvert. En 58 Hein? En 1958. Non, ça c'est un autre référendum, mais en 87. Hein. Bon, et même si on prend le référendum de 1958, en Polynésie, le oui l'emporte, on reste dans la République. Oui, mais l'État a tellement la trouille que, bien qu'il ait été battu, on arrête Pouvana, et qu'on sert le pays en changeant son statut. Bon. Ce qui fait que un référendum, ça ne règle pas forcément les questions. Et si la France a été si mal vue dans le Pacifique pendant un moment, c'est parce que justement, elle a posé un référendum sans en respecter les principes fondamentaux, c'est-à-dire formation des gens, explication, plusieurs solutions. Parce que, vous comprenez, quand les gens doivent choisir entre l'indépendance et l'autonomie, évidemment qu'ils ne vont pas choisir l'indépendance. Mais en Nouvelle-Calédonie, vous leur proposez quoi? Vous leur proposez un statut tel que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie dit « Bientôt, nous ne serons plus dans la France, mais aux côtés de la France ». C'est-à-dire que l'ONU définit trois possibilités hein, pour un pays, c'est l'indépendance, l'État associé ou l'intégration. Mais ça c'était en 1960, en 1970 je crois, ils envisagent une quatrième solution, c'est toutes les solutions négociées et intelligentes entre les colonisés et la puissance administrante, pour utiliser le langage. Bon, ben, en Nouvelle-Calédonie, ils sont là-dessus, ils sont sur la quatrième solution. Bon. Ce qui fait que même si dans quelques années le pays ne devient pas indépendant, les indépendantistes auront obtenu une bonne partie de ce qu'ils souhaitaient. Et puis en plus, avec la décentralisation, hein, la province nord qui se gère avec son nickel, etc. Bon, voilà. Alors en Polynésie, le débat est tellement faussé tout le temps qu'on pose les questions hein, indépendance-autonomie. Alors maintenant, on en est à dire, ben voilà, on n'a qu'à faire un référendum. On peut faire un référendum. La réponse est connue d'avance, mais ce qui est connu d'avance aussi, c'est la catastrophe. Vous savez, souvenez-vous du Canada. Hein, René Lévesque fait faire un référendum, il est battu à 0,5% de voix près, donc ses partisans étaient au pied de l'hôtel de ville, il arrive au balcon, il entend la foule qui crie pour l'applaudir, etc. Et René Lévesque se met à pleurer en disant « Si je comprends bien, vous me dites à la prochaine fois ». Parce que c'est ça le problème. C'est que si vous faites un référendum, jamais les gens n'accepteront le verdict. Jamais. Ils trouveront toujours des prétextes. En 58, puisque vous évoquez, j'évoque le référendum de 58, je suis en train de travailler sur les archives en ce moment. C'est très net, hein. Le gouverneur, d'abord, il fait propagande, lui, le gouverneur, et puis on explique très bien qu'on coince Pouvana. On va tout faire pour l'empêcher de faire propagande. Donc on lui coince les bateaux, etc. Et quand il finit par trouver un bateau, c'est parce que quelqu'un lui en a donné un gratuitement, et là-dessus, tout le monde est malade comme des bêtes,
hein, et il fait campagne. Gérald Copenrath, quelques jours avant de mourir, fait une émission à la télévision avec Semir, avec moi, et il raconte que en 1958, dit-il, si Pouvana avait été libre de faire sa propagande, il aurait obtenu beaucoup plus que 36% des voix en faveur de l'indépendance. Bon. Donc, vous pourrez contester tout le temps le résultat. Hein, et vous ne réglez pas le problème. Donc, le lendemain du référendum, qui aura été un échec pour les uns ou pour les autres, dès le lendemain, ils vont se remettre à se battre. Et avec un risque encore bien plus élevé de conflit qu'avant. Donc, l'idée que la France a suivie en Nouvelle-Calédonie, c'est à la fois la vision de l'ONU et à la fois la vision de Rocard et des circonstances et ensuite d'Anna Krishna, c'est on va se donner du temps, on va créer les conditions, on va prévoir, dans un cas comme dans l'autre, comment on peut arranger quand même les problèmes et comment les battus peuvent estimer quand même avoir gagné. Voilà. Bon, ben on n'en est pas là dans le débat en Polynésie aujourd'hui, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les institutions, sur ce que vient de dire Jean-Marc, avant qu'on passe vraiment à la conclusion? Il y a un petit peu qui vous attend. Voilà, une dernière petite question avant qu'on passe aux solutions. C'était sur les intentions des Polynésiens et les intentions de l'État. Hein, c'est un sujet que vous avez ouvert, bien sûr, qui est profond. Moi, ce que je vois pour voyager assez fréquemment dans le monde, c'est partout où les grandes nations occidentales partent, d'autres arrivent, notamment les Chinois, et notamment, pour ceux qui connaissent le Pacifique, une ambition hein, sur la possession d'espaces géographiques, que ce soit des terres en Afrique subsaharienne, et pourquoi pas des mers dans le Pacifique. Hein, si vous allez par exemple aux États fédérés de Micronésie, où je me suis rendu, vous verrez que l'ambassade chinoise est bien plus importante parfois que les bâtiments du gouvernement même. Et donc, c'est vrai, la question, on peut l'appeler polynésien, et les Polynésiens, la réponse risquerait d'être confuse. Je suis d'accord avec vous. J'ai le sentiment qu'ils ont compris où est leur intérêt. Mais deuxièmement, je ne suis pas certain que la réponse de l'État soit si claire que ça. Bien sûr. Parce que, bon, on a un État dont l'influence baisse dans le monde. On le voit au jour le jour. Pourquoi? Parce que sa part, sa contribution au PNB mondial se réduit d'année en année. Et donc c'est vrai que l'ambition de l'État doit être manifestée. Quand vous disiez que je vois des fonctionnaires qui lèvent les bras, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Un petit peu de conclusion, Jean-Marc, sur ce point, sur ce que vient de dire monsieur. Non, effectivement, je pense que ça résume assez bien. C'est un constat que bon, ce qui concerne ce que vous dites sur la nature a horreur du vide et la diplomatie encore plus. Donc c'est vrai que quand un pays s'en va, d'autres arrivent. Bon, justement, alors le problème... C'est la gravité qui lutte autour des plus grosses. Voilà, c'est aussi savoir éventuellement moduler sa présence de façon à ce qu'au contraire on soit mieux accepté. Vous savez, on peut imaginer, c'est un cas de figure, hein, mais on peut imaginer un pays devenant indépendant et beaucoup plus allié avec l'ancienne puissance coloniale. Une fois l'indépendance. Je crois que c'est Baodaï qui avait dit la chose suivante. Il suffit de regarder Angleterre et Australie. Oui. Il avait dit la chose suivante. Enfin bon, je vais m'égarer. Bon, mais il y a de multiples façons de pouvoir assurer sa présence le mieux possible. On sait très bien que dans les couples, c'est pas l'homme qui bat sa femme qui est le plus aimé de sa femme. Enfin, encore que. Mais il y a une façon de se comporter pour attirer l'amour de l'autre, ou la reconnaissance, ou tout ça. Bon. Donc voilà, la présence coloniale, je ne dis pas que la France a une présence coloniale, je dis pas ça, mais la présence coloniale n'est pas forcément le meilleur moyen de rayonner, de dominer. Hein, il y a des façons souples de dominer. Hein, on sait très bien que les enseignants
les plus autoritaires sont ceux qui parfois sont apparemment les plus souples ou les plus doux. Monsieur, vous vouliez intervenir? Oui, juste par rapport à la volonté, comme vous disiez aussi, à la volonté polynésienne n'a plus l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit que l'État de toute façon n'a plus de volonté particulière en termes politique pour la Polynésie, mais c'est aussi le cas pour les politiques polynésiens et pour les Polynésiens eux-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à avoir une volonté, un schéma d'avenir pour la Polynésie. On n'est pas d'accord sur nos... Enfin, même à court terme, ok, on n'est pas d'accord, c'est normal, mais même à long terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan sur l'avenir sur 25 ans. Personne n'est d'accord sur où est-ce qu'on veut aller. On parle d'autonomie, d'indépendance, mais même là, le débat est faussé, comme je disais tout à l'heure. Les indépendantistes deviennent moins indépendantistes maintenant. Il y a une micro-forme, ce qu'ils appellent du souverainisme, qui finalement dit ouais, non, on n'est pas vraiment indépendantiste, mais on veut quand même un développement économique, mais que la France nous accompagne et ne nous persécute pas. Et du côté autonomiste, on a encore plus de flou, dans le sens où il y a une petite partie qui est vraiment pro-française, qui croit en la France, qui dit nous on est autonomiste parce qu'on est polynésien, mais on veut vraiment rester français parce qu'on y croit. Parce que quand la France gagne la Coupe du Monde, on la soutient. Alors que dans cette partie autonomiste, il y a aussi une plus grosse partie, je pense, qui, moi, je les définis comme des indépendantistes de cœur et des autonomistes de raison. C'est-à-dire que c'est des gens qui, finalement, se disent, si demain on a les moyens économiques, si demain on est riche, on dira au revoir à la France. Et la grande majorité des Polynésiens est comme ça aujourd'hui. Ce qui fait que, quand vous dites un président indépendantiste aujourd'hui n'est pas légitime parce que le peuple est autonomiste, bah, c'est aussi faux, parce que je pense que si on enlevait le problème économique de l'équation, on serait tous indépendantistes. En tout cas, la majorité indépendantistes. C'est ce que Sémir dit, en Polynésie, c'est 100% d'indépendantistes. Mais c'est exactement ce qui se passe en Europe avec les Flamands et les Wallons. Il y a un siècle, les Flamands étaient contents de trouver les Wallons, et aujourd'hui, ils ne veulent plus payer parce qu'ils sont en devant et les Wallons sont à la traîne. Les Écossais, récemment, comme c'est le pétrole est en mer du Nord, du côté des côtes écossaises, ils voudraient se séparer des Anglais, etc. On trouve la même chose partout. Mais l'Espagne avec la Catalogne... Il y a un point fondamental qu'on n'a pas abordé, c'est que derrière les mots indépendance, autonomie, se cachent des choses extrêmement diverses. Moi, quand quelqu'un me dit je suis autonomiste, je dis bon, et alors ça ne veut rien dire. Autonomiste, alors il y a ceux qui veulent partager, il y a ceux qui ne veulent pas partager. Bon, il y a ceux qui veulent respecter l'environnement et ceux qui ne veulent pas respecter. Etc. Donc c'est comme si en France quelqu'un disait ah ben moi je suis républicain. Aujourd'hui républicain ça s'oppose pas à royauté. Donc républicain il y a des républicains de gauche, des républicains de droite, des républicains du centre. Bon. Mais pour les indépendantistes c'est pareil. Si on interrogeait les indépendantistes sur leur individuellement sur leur projet d'une éventuelle indépendance, vous seriez surpris. Il y en a carrément qui veulent retourner au Pomaré. Bon, donc à une caste, à une noblesse, etc. Bon, et puis d'autres qui sont marxistes-léninistes, qui sont plus ou moins socialistes. Il y en a qui sont violents, il y en a qui sont pacifistes. Bon. Donc, on souffre en Polynésie d'une absence de véritable débat. Parce qu'on a peur des mots. Le mot colonie, colonisation, décolonisation, c'est des mots qui sont presque tabous, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, on en parle. Souvenez-vous, je racontais cette anecdote à des amis, il y a 3 ou 4 ans, à Rayatea, la question au brevet, c'était, au brevet d'histoire, c'était la décolonisation. Ça fait un tollé. Enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous préparez nos enfants à quoi? Etc. Et il a fallu leur répondre, mais attendez, c'est dans les programmes. Alors, en plus, moi j'aurais tendance à dire, vous êtes autonomiste, vous voulez être dans la République, on a une éducation nationale, il y a des programmes, et vous n'en voulez pas. Hein, donc ça fait partie des contradictions. Voilà, donc c'est très très compliqué. Oui, je voulais juste dire,
dans ce débat. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre. Je crois que la croissance ou la richesse d'un pays ou d'une région n'est pas nécessairement un facteur pour revendiquer l'indépendance. Non, bien sûr. L'histoire, y compris l'histoire récente du pays d'Afrique ou d'autres. Au contraire, des fois, c'est des crises dures, sociales et économiques, des périodes de mutation qui ne sont pas très claires, qui favorisent une expression vers l'indépendance. Cela dit, l'autonomie actuelle, quoi qu'on mette derrière, je crois que politiquement, pas socialement mais économiquement, politiquement, c'est une situation confortable pour le pays, pour la Polynésie française, parce qu'elle a pratiquement tous les attributs de la souveraineté, hormis effectivement la politique étrangère, la défense et la sécurité intérieure avec la justice. Et ce qui lui permet effectivement de revendiquer un certain nombre de choses en restant dans le giron de la République. Je crois que là aussi le débat est faussé parce que non seulement il n'y a pas un accord sur la définition à la fois de l'indépendance et de l'autonomie, mais parce que tout le monde trouve son compte dans les ambiguïtés de l'un et de l'autre.